Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo sur comment démêler le vrai du faux dans le droit québécois. Aujourd'hui, on parle du droit du logement. Donc, on va essayer de démystifier ensemble des concepts vrais et des faussetés en droit du logement. C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui encore une fois. Donc, je vais me présenter. Mon nom est David Théodore. Je suis avocat au Centre de justice de proximité du Grand Montréal et j'ai monté ces présentations avec l'aide de plusieurs personnes pour essayer de vraiment attaquer des idées préconçues très tenaces qui existent beaucoup en matière de droit du logement et de partager avec locataires et propriétaires des concepts vraiment importants à comprendre quand on loue un logement pour y habiter. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va parler de la location d'un logement où on habite, donc une location résidentielle. Et dans mon quotidien, dans le fond, en tant qu'avocat au centre de justice, je réponds à des appels ou hors temps de pandémie, je rencontre des citoyens qui me posent des questions d'information juridique et grâce à mon travail au centre, je peux y répondre gratuitement donc lors d'une rencontre un à un. Ils peuvent me poser des questions et je leur réponds à leurs questions du mieux que je peux, avec des fois des outils que je peux leur remettre et des références, parfois aussi vers d'autres sources. Donc ça, c'est un métier qui me permet de voir des erreurs communes en droit du logement, entre autres, quoiqu'on traite de toutes sortes de domaines du droit, comme la famille, le travail, les achats. Vous avez nos autres vidéos d'ailleurs sur ces sujets-là sur notre chaîne du Centre de justice de proximité sur YouTube. Donc, je vous invite également à les regarder. Mais dans le fond, si jamais cette discussion vous amène à vous poser des questions et vous habitez à Montréal, bien, contactez votre centre de justice ou dans d'autres régions, vous avez d'autres centres aussi. Vous n'avez qu'à aller sur notre site web pour trouver le centre de votre région. Donc, je vous encourage à ne pas juste arrêter à cette vidéo, mais vraiment d'aller chercher de l'information précise en ce qui concerne vos questions, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment y aller avec l'objectif d'attaquer les idées préconçues en y allant du début jusqu'à la fin d'un bail. Bien sûr, le bail de logement, on parle d'un contrat pour aller vivre dans un logement et avec à la fin les options devant un tribunal. Donc, on va voir tous ces concepts-là et euh, j'espère que ça va être clair, simple. Et encore une fois, si jamais vous avez d'autres questions, contactez votre centre de justice de votre région. Ça nous ferait plaisir de vous répondre gratuitement à vos questions. Donc, première partie, on va rentrer dans qu'est-ce que sont les droits des locataires, des propriétaires lorsqu'on commence un bail. Moi, je suis un anglophone à la base, donc juste un bail, on va se le rappeler, c'est un contrat où on va pour louer un espace et on parle de bail de logement quand on y habite. Donc, début du bail. Et on y va. Donc, ça, c'est un concept vraiment clé. Donc, vrai ou faux. Puis là, je vous pose des questions. Je vous invite vraiment à y penser et de voir c'est quoi que vous pensez comme réponse. Puis on va voir ensemble c'est quoi la vraie réponse. Donc, à la signature d'un bail de logement, les propriétaires ont le droit de réclamer aux locataires des frais de 40 comme dépôt pour les clés et l'équivalent du premier mois de loyer. Donc, est-ce que c'est vrai que les propriétaires, quand ils ont des candidats qui choisissent, ils peuvent leur réclamer non seulement le premier mois de loyer, mais en plus un dépôt pour les clés? C'est quelque chose qu'on peut entendre ce qui se passe. C'est des choses qui sont quand même réclamées. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, en fait, c'est faux. Les propriétaires peuvent uniquement exiger le premier mois de loyer en avance. Donc, il y a plusieurs juridictions qui ont différentes règles. Au Québec, la règle est que, admettons que je signe aujourd'hui pour le 1er juillet d'habitation, là, je vais aller habiter le 1er juillet, je n'ai qu'à payer à la signature le mois de juillet. Je n'ai pas, le propriétaire ne peut pas réclamer
le dernier mois du bail comme safety deposit, comme on dit en anglais, là, ou encore un dépôt de sécurité. Le propriétaire ne peut pas demander un dépôt pour les clés ou encore les frais d'une enquête de crédit. Ce sont des réclamations illégales. Donc, pensez bien si jamais on vous demande ces choses-là. Donc, le locataire avisé doit savoir que c'est juste le premier mois de loyer qu'on peut lui réclamer. Si on vous demande d'autres choses, posez-vous des questions, allez chercher de l'information. Et on continue. Vrai ou faux? J'ai signé un bail et les propriétaires y ont inscrit qu'il ne serait pas renouvelable. Donc, non renouvelable, termine le 1er juillet 2022. Je vais devoir me trouver un nouvel appartement à la fin de l'année, même si je souhaite y rester. Vrai ou faux? Ça, j'aime beaucoup cette question-là, j'ose avouer, parce que ça arrive quand même souvent que des petits propriétaires là, qui ne possèdent pas d'unité ne connaissent pas cette règle-là, puis ils rencontrent beaucoup de problèmes s'ils ne sont pas avisés de cette réalité-là. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux que les propriétaires peuvent forcer les départs d'un locataire en inscrivant tout simplement sur le bail initial non renouvelable? La réponse, c'est faux. OK? C'est très important, le droit d'un locataire qui paye son loyer de rester dans son logement. Donc, si tout simplement on inscrit non renouvelable sur un bail, le tribunal, typiquement, ne va pas forcer un locataire à quitter juste en fonction de cette écriture-là. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de scénarios qu'on voit. On est créatif en tant qu'être humain. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour semer une graine de doute. Si vous êtes propriétaire, ce n'est pas parce que vous écrivez non renouvelable que le locataire doit partir. Aussi, en tant que locataire, sachez que c'est l'exception qu'on peut vous forcer de quitter votre logement. Donc, si on vous menace que vous allez devoir partir, posez-vous des questions. Ce n'est pas normal. Ça se peut. Ce n'est pas impossible, mais c'est l'exception. Donc, ça, c'est un concept très important en droit du logement. Donc, ça couvre quand on signe un contrat. Bien sûr, on aurait pu parler de plein d'autres choses, mais on se concentre là-dessus. Et on continue avec durant le contrat de location, le bail, quels sont les droits et obligations. Puis, justement, on vient de parler de droit au locataire de rester. Puis là, on parle de l'autre concept quasiment constitutionnel, on pourrait dire, en droit du logement, très important. Vrai ou faux, le locataire a l'obligation de payer le loyer autant que possible le premier jour de chaque mois. Donc, est-ce que c'est vrai que autant que possible, le locataire doit payer le premier jour de chaque mois? Vous avez des idées? Pensez-y, vrai ou faux? Et je me répète là, mais c'est vraiment un concept clé en droit du logement. Et la réponse, c'est une question piège, en fait. C'est faux parce qu'on peut souvent penser, ben oui, autant que possible, c'est une bonne chose, mais non. Je veux passer le message que le locataire a l'obligation, en vertu de la loi, de payer le loyer au premier jour de chaque mois, à moins, bien sûr, que le bail indique que c'est le 15e jour de chaque mois ou le 30e jour de chaque mois, ce qui est plus rare. Donc, sachez que ce n'est pas un autant que possible, il faut respecter la date prévue au bail pour le paiement du loyer parce qu'à défaut, les conséquences peuvent être très sérieuses, dont le départ forcé du locataire. Donc, ce n'est pas un essayer, là. Il faut. Il n'y a pas de... humainement, on a toutes sortes de très bonnes excuses pour ne pas payer le loyer. Puis on n'est pas là pour juger personne, mais la loi ne prend pas en considération les excuses. Elle veut juste savoir est-ce que le loyer est payé ou non. Puis il y a toutes sortes de raisons pour ça. Si vous n'avez pas, on va continuer, mais si jamais il y a des choses qui ne vous semblent pas correctes, que vous soyez locataire ou propriétaire, parlez-en avec votre député. Ça, c'est toujours une option. Donc, on continue. Un autre vrai ou faux que j'aime beaucoup, une locataire doit laisser les propriétaires rentrer chez elle pour déboucher un drain, même en son absence. Donc,
propriétaire vous indique c'est arrivé chez moi l'autre jour, on doit faire la vérification du système d'alarme de feu. On va passer tel jour, telle heure. Si je ne suis pas disponible, si je ne suis pas à l'appartement, est-ce que je peux refuser leur accès à la propriété? Vrai ou faux? J'ai le droit de refuser. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on était en atelier, j'aurais vos réponses directes, mais pensez-y, puis je vous donne la réponse. C'est effectivement, c'est vrai. Donc, la locataire, elle doit laisser, ou le locataire, bien sûr, doit laisser accéder le propriétaire pour des travaux dans son logement quand le locataire reçoit un préavis verbal de 24 heures à l'avance. Donc, on peut même avoir des préavis plus courts en cas d'urgence ou quand il y a des visites par des locataires qui sont pour remplacer notre locataire ou des acquéreurs de l'immeuble. Le droit d'accéder à votre logement est assez large. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de locataires ont de la difficulté à accepter dans le contexte où on a beaucoup on valorise beaucoup ces jours-ci notre vie privée. Et je pense qu'il y a beaucoup de locataires qui s'indignent un peu du fait qu'on puisse rentrer chez eux en leur absence. Quand on est locataire, si quelqu'un, bref, ce qu'il faut retenir, là, si le propriétaire doit venir chez vous ou veut venir chez vous, bien, c'est au locataire de s'arranger pour être présent. Ce n'est pas au propriétaire de l'accommoder. Bien sûr, on peut se parler, on peut trouver des terrains d'entente, mais sachez que c'est au propriétaire. Le propriétaire a beaucoup de droits, sauf quand il en abuse. Des fois, on voit des propriétaires qui visitent beaucoup trop souvent pour peut-être des motifs qui ne sont pas pertinents. Donc, c'est sûr, tout ce que je vous dis là, il y a des exceptions. On ne peut pas avoir des propriétaires qui visitent à tous les jours votre logement sans motif. Donc, mais la règle, c'est que oui, les propriétaires peuvent visiter avec un préavis de 24 heures votre logement, même en votre absence. Bon, maintenant, c'est une question un peu désagréable pour ceux qui en ont déjà vécu. Je viens de découvrir les piqûres de punaises de lit sur les bras en me levant ce matin. Je peux quitter immédiatement le logement que je loue, car ce dernier est devenu impropre à l'habitation pour mes enfants et moi-même. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux que dès qu'il y a des punaises, je peux mettre fin à mon bail de logement? Très souvent, les gens ils peuvent deviner la réponse, à cette question. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux que dès qu'il y a des punaises, je peux quitter, je n'ai plus d'obligation envers mon propriétaire pour le logement? Vrai ou faux? La réponse, en fait, c'est faux. Puis la raison derrière ça, c'est que, je tiens à vous amener ce concept-là, c'est que pour abandonner un logement puis pour ne plus avoir à payer le loyer, il faut avoir des motifs vraiment sérieux, là. Il faut vraiment que la santé soit atteinte de façon vraiment importante. Avant d'en arriver là, c'est une très bonne idée de faire impliquer, par exemple, les inspecteurs de la ville. Bien sûr, il faut d'abord dénoncer, envoyer des mises en demeure aux propriétaires. Ce n'est pas automatique qu'on peut juste abandonner un logement, sauf exception. Donc, si vous vivez des problèmes moyens, sérieux, très sérieux avec votre logement, informez-vous. Ou encore, si vous êtes propriétaire et votre locataire abandonne son logement, informez-vous. Et vous pourrez savoir un peu plus sur vos droits. Notons par contre que juste en général, par rapport aux punaises de lit, les frais d'extermination, sauf cette exception, doivent être payés par les propriétaires. Et, très important, les locataires doivent collaborer dans l'extermination des punaises. Parce que je ne suis pas exterminateur, mais de mon expérience dans le domaine juridique, là, je comprends des exterminateurs que leur travail est très efficace pour traiter les punaises, même des infestations très importantes, en autant que les locataires suivent les instructions de, par exemple, emballer leur linge, de déplacer, enlever les meubles des murs, toutes sortes d'instructions à suivre
Et juste à ajouter que ça peut prendre minimalement 1 mois et demi faire les 2 traitements nécessaires pour exterminer les punaises. Juste pour résumer, on ne peut pas abandonner pour une première atteinte à notre bien-être dans le logement seulement quand on a une atteinte vraiment importante à la santé ou sécurité. Les propriétaires sont responsables de l'extermination des punaises et doivent agir très rapidement là-dessus. Et les locataires doivent collaborer dans l'extermination. Maintenant, on va parler de moisissure, mais ça s'applique à tout problème, que ce soit une porte qui doit être réparée, une fenêtre qui est brisée, une serrure à l'entrée de l'immeuble qui ne s'enclenche pas, donc qui n'est pas sécuritaire. Qu'est-ce qu'on fait? Puis spécifiquement, ou encore quand on a, par exemple, de la moisissure en dessous du robinet ou sur les murs dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on fait? Bien, assurons-nous, on va voir les locataires et les propriétaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, les locataires, eux, doivent s'assurer de bien faire ventiler le logement parce que ça va de soi. La moisissure, elle est causée par de l'humidité, que ce soit d'une infiltration d'eau, que ce soit de l'humidité, de l'air qui ne circule pas. Donc, assurons-nous, les locataires, de bien faire ventiler le logement. Ensuite, les locataires doivent dénoncer le problème. Donc, ils doivent communiquer avec les propriétaires. Moi, je suggère toujours de commencer par un appel ou une discussion en personne, si possible, et de faire un suivi le jour même par écrit. Donc, nous avons eu telle discussion, merci d'avoir confirmé telle démarche. Parce qu'effectivement, les propriétaires, ils ont la responsabilité de corriger les problèmes dans un logement. Donc, les propriétaires, sachez que si il y a une dénonciation de moisissure ou encore de fenêtres cassées ou de température qui ne fonctionne pas ou d'ascenseur qui ne fonctionne pas, c'est au propriétaire de s'assurer du bon fonctionnement du logement. Donc, par exemple, avec une moisissure, il pourrait faire venir un expert en bâtiment pour analyser d'où vient la moisissure, ils pourront ensuite la corriger, mais c'est tout à leurs frais. Donc, les locataires avisés pour amener les propriétaires à agir doivent leur dénoncer le problème verbalement et par écrit. Ils doivent aussi, parce que des fois, des propriétaires, beaucoup vont bien respecter leurs obligations, mais il y en a d'autres qui ne le respecteront pas. Donc, il faut toujours garder en tête, bien, si jamais ça ne marche pas, pour faire valoir des droits au tribunal administratif du logement qu'on appelle la régie, bien, il faut prendre des photos, il faut mesurer qu'est-ce qui se passe. Peut-être même faire venir notre propre expert pour analyser l'ampleur du problème. Idéalement, sauf vraiment exception exceptionnelle, là, on ne fait pas les travaux nous-mêmes. Donc, on garde des preuves. Si les communications ne fonctionnent pas, on envoie une mise en demeure. Pas besoin d'attendre trop, pas besoin d'y aller la première journée non plus, mais on envoie une mise en demeure. Et puis, il y a toutes sortes de modèles qui existent. Dans les ressources, vous allez avoir des exemples et dans les commentaires, c'est-à-dire. Et finalement, si toujours après la mise en demeure, il n'y a toujours pas d'action, bien, vous pouvez appeler les services d'inspection de votre municipalité. À Montréal, on appelle le 311 pour qu'eux, ils viennent inspecter s'ils peuvent donner des ordonnances aux propriétaires ou encore aller voir le tribunal administratif du logement pour obtenir les mêmes types d'ordonnances. Si jamais vous vous rendez dans un contexte, que ce soit locataire ou propriétaire, où il y a un conflit assez important là, qui ne se règle pas, je vous conseille fortement de communiquer avec des organismes comme le nôtre, le Centre de justice de proximité, pour avoir des idées sur c'est quoi les attentes du tribunal quand vous amenez une telle cause, quels sont les délais qui peuvent varier selon ce qu'on demande. On entend beaucoup aux nouvelles que les moisissures, c'est 2 ans d'attente au tribunal. En fait, ça dépend de ce qu'on demande. Ça peut être entendu très rapidement. Donc, ça dépend de ce que vous demandez. Informez-vous adéquatement aux bonnes sources. Bon, donc j'espère que ça a été clair. Si jamais vous vivez un problème, n'hésitez pas de venir au centre de justice. Maintenant, vous avez votre logement, il n'y a pas tant de problèmes, tant mieux, je suis content pour vous.
Vous êtes, par contre, dans le, tu sais, à chaque année, si on a un bail de 12 mois, la norme, on doit discuter de comment on va renouveler notre contrat de logement qu'on appelle le bail. Donc, comment est-ce qu'on renouvelle notre bail de logement? Dans ce processus-là, est-ce que c'est vrai ou faux que je peux, en tant que propriétaire, demander une augmentation du loyer supplémentaire cette année à mes locataires pour suivre le marché? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très d'actualité. On voit les loyers qui montent en flèche selon les médias là, à Montréal. Donc, est-ce que je peux demander une augmentation du loyer cette année à mes locataires pour suivre le marché, vrai ou faux? Il y a des places dans le monde qui c'est vrai, il y en a d'autres qui c'est faux. Au Québec, la réponse, c'est faux. C'est-à-dire, la loi dit que c'est faux. Maintenant, est-ce que ça arrive? C'est sûr que ça arrive, mais comment est-ce qu'un locataire et un propriétaire, qu'est-ce qu'ils doivent savoir par rapport à l'augmentation du loyer? On va le voir. Donc, en fait, la loi prévoit des règles très spécifiques pour l'augmentation du loyer. On parle de, le terme juridique, la fixation du loyer. Très sérieux. Ces règles-là s'appliquent dans tous les scénarios, sauf, il y a toujours des exceptions en droit, pour des immeubles qui ont été bâtis dans les 5 dernières années ou qui ont eu une transformation majeure dans les 5 dernières années. Vous pouvez vérifier sur votre bail de logement si c'est le cas. Ça va être indiqué si ça tombait dans cette exception-là. Mais sinon, on ne suit pas le marché, on suit les règles légales de fixation du loyer. Donc, quelles sont-elles? Bien, on doit, en fait, je vais juste tasser ma petite caméra là, on doit utiliser pour savoir c'est quoi le chiffre magique là. Il n'y a pas en fait, ça c'est une erreur très commune, c'est qu'on pense que le gouvernement sort à chaque année un chiffre magique de 2% d'augmentation légale. C'est complètement faux. Donc, à la place, le règlement sur la fixation du loyer prévoit différentes catégories. Donc, on regarde l'année précédente, les dépenses selon les catégories. Donc, on voit ici les taxes, les assurances, les frais d'énergie, l'entretien, les services, la gestion, les réparations majeures. Donc, toutes ces catégories-là, à chaque année, le gouvernement, il propose des pourcentages d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, vous commencez peut-être à me perdre, c'est normal, c'est de la comptabilité de fixation de loyer. Et donc, il faut comprendre que c'est beaucoup de données qui influencent quel est le chiffre normal pour ultimement. Donc, vraiment, ces données-là sont vraiment juste à la disposition des propriétaires, tant et aussi longtemps que les locataires ne les demandent pas. Donc, une fois qu'on a toutes les données, on applique tous les pourcentages, on arrive à l'augmentation légale. On applique dans le fond les mêmes règles à travers le Québec à chaque année, mais étant donné que chaque immeuble est unique, des fois même chaque logement est unique, bien, le pourcentage d'augmentation va être spécifique à chaque logement ou à chaque immeuble. J'espère que c'est plus clair. Maintenant, on va y aller plus concrètement. Qu'est-ce qu'un locataire et un propriétaire avisé doit savoir quand on est dans un processus d'augmentation de loyer ou de renouvellement, tout simplement. Donc, on va commencer avec les locataires. Mais les locataires avisés vont négocier. Tu sais, c'est toujours à garder en tête que la négociation est souvent possible. Ça, c'est pas juste vrai en logement, c'est vrai quand on achète un bien et on n'est pas content, on peut presque toujours négocier. Donc, si on est un locataire avisé, on négocie. Tu sais, puis aussi simple que si vous êtes un bon locataire, là, vous payez votre loyer à temps et vous prenez bien soin de votre logement, vous ne dérangez personne, bien, c'est intéressant pour des propriétaires. Donc, soyez toutes ces choses-là, payez à temps, gardez bien soin de votre immeuble, puis ne dérangez pas vos voisins. Puis si c'est le cas, bien, ça se peut que votre propriétaire soit prêt à faire une baisse sur l'augmentation pour vous. Une autre option,
c'est de demander des preuves de dépenses qui soutiennent les augmentations en fonction du calcul qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait légitime de dire, OK, bien, il y a un critère juridique pour calculer tout ça. Je veux voir vos preuves. Pourquoi est-ce que je devrais vous accorder ce que vous me demandez? Vous pouvez également regarder, puis là, c'est le code QR ici, là, si vous le scannez avec votre téléphone, vous pouvez le voir. Vous pourrez voir sur cette page-là les moyennes d'augmentation par catégorie de logement accordées par le tribunal. Donc, ça, c'est clairement pas le chiffre que on vous appliquera si jamais ça va en cours, mais ça vous donne une idée globale de, OK, il est chauffé, il n'est pas chauffé, bien, ça tourne autour de 1-2 il y a eu des gros travaux l'année dernière, bien, ça tourne autour de 3-4 C'est sûr que ce n'est pas la réponse pour votre logement, mais ça vous donne une idée globale de ce qui pourrait être accordé devant la Cour. Donc, ça, c'est 3 stratégies à l'étape de la négociation pour le locataire avisé. Ensuite, si ça ne marche pas, bien, les locataires doivent savoir qu'ils ont le choix de soit accepter et donc de plier. Des fois, c'est plus simple. Il n'y a pas de mal là. C'est une décision qui se vaut comme d'autres. L'autre option, c'est de refuser et rester. Donc, il y a certains locataires qui ne réalisent pas, là. Donc, je vous apprends, si c'est votre cas, vous pouvez dire non, je refuse l'augmentation demandée et je reste. Tout comme vous pourrez dire je refuse et je pars, là, mais typiquement, c'est juste l'argent qui est en jeu, mais vous pouvez refuser et dire que vous restez. Donc, si c'est votre cas, vous n'êtes pas prêt à accepter, mais vous voulez rester, il faut envoyer votre refus, cher locataire avisé, dans un délai de 30 jours pour que ça soit reçu par le propriétaire. Donc, envoyez-le par courriel et par une lettre recommandée pour avoir la preuve de sa réception. Moi, je dirais envoyez-le par les deux, mais minimalement, il faut l'envoyer par courrier recommandé, en plus du courriel, juste pour l'ajouter comme deuxième mode d'envoi. Et si jamais, donc quand vous envoyez ce refus-là, puis votre intention de rester, c'est le bal est dans le camp du propriétaire avisé. Donc, si le propriétaire avisé ne fait rien avec votre refus, bien, vous pouvez rester au même loyer que l'année dernière. Ça, c'est une chose qui peut arriver. Maintenant, les propriétaires peuvent également ouvrir une demande au tribunal administratif du logement pour que le tribunal confirme le chiffre qui devrait avoir lieu en fonction des calculs gouvernementaux. C'est sûr que le tribunal, il ne va pas fixer en fonction il ne va pas regarder le marché et dire, OK, bien, il s'est rendu votre logement à tel montant, on va vous monter de 500 $ par, sauf exception. Là, c'est vraiment, le tribunal est là pour fixer selon les nombreux calculs qu'on a vus. Donc, le propriétaire avisé doit tenir une bonne comptabilité pour pouvoir soumettre les bons chiffres pour obtenir les augmentations souhaitées au tribunal, qui va tout simplement voir si les calculs sont justes et si oui, il va l'accorder. Donc ça, c'est le processus de fixation de loyer. Je vous accorde, ce n'est pas nécessairement simple. J'ai essayé de le rendre le plus clair possible. Si vous avez d'autres questions, contactez votre centre de justice. Maintenant, la fin du bail, du point de vue des propriétaires et des locataires. Donc, comment est-ce qu'on met fin à un bail de logement? Donc, premièrement, ça, c'est un enjeu très important. Donc, mon conjoint est violent avec moi. Est-ce que c'est vrai ou faux que je peux quitter le logement avec mes enfants en envoyant un avis à mes propriétaires après mon départ? Je ne paierai que pour 2 autres mois de loyer. C'est tout. Donc, il faut comprendre que la personne ici, elle est locataire. Elle subit de la violence de son conjoint. Et est-ce que c'est vrai que malgré le fait qu'elle est locataire et qu'elle a peut-être plusieurs mois qui lui restent, en envoyant un avis, est-ce que c'est vrai qu'elle pourra juste payer pour 2 mois de plus sur son loyer? Donc, c'est la question, est-ce que c'est vrai ou faux qu'il y a dans le fond cette porte de sortie-là pour la personne victime de la violence? La réponse, c'est heureusement vrai. Et la raison que je vous en parle, c'est pas tant pour savoir la quantité de mois, parce que même ce montant-là peut être remboursé par un fonds
pour les victimes de violences conjugales, à savoir, c'est surtout pour vous amener le point suivant, c'est que quand on vit de la violence conjugale, on est très souvent isolé, seul, et on ne réalise pas qu'il y a des ressources qui existent. Donc, il y a ici violence, un numéro de téléphone, il y en a d'autres, là, mais je vous mets celui de 24 heures sur 7. Vous pouvez parler avec quelqu'un par rapport à ce que vous vivez. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on décide qu'on quitte un logement, qu'on quitte son conjoint violent. Donc, c'est important de vraiment juste, je ne suis pas intervenant là, en violence conjugale, là, mais sachez qu'il y a des ressources qui existent. Ce n'est pas en appelant, là, on ne va pas vous sortir de la maison si vous appelez ce numéro-là. C'est vraiment juste pour pouvoir voir c'est quoi vos options. C'est vous, ultimement, qui déciderez ce que vous ferez. Ça peut être très intéressant de savoir. J'espère qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a des options. Il y a des façons d'héberger vous, peut-être vos enfants, de vous protéger de la violence. Donc, il y a toujours des options. Je pense que c'est ça que je veux vraiment vous amener et je vous amènerai vraiment à communiquer avec eux. Vous pouvez également communiquer avec le centre de justice, aucun problème. Donc, c'est ça là-dessus. Maintenant, on revient à un enjeu sur le paiement du loyer. Je suis propriétaire. Je veux obtenir l'expulsion de mes locataires considérant leur retard de plus de 3 semaines pour le loyer du mois de mai. S'ils ne payent pas, l'expulsion sera ordonnée par le tribunal. Puis, on comprend là, que c'est fin mai en ce moment quand j'enregistre cette vidéo. Donc, mais ça aurait été vrai à n'importe quel mois, s'il y a plus de 3 semaines. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai un peu soufflé la réponse, là, mais est-ce que c'est vrai ou faux que s'il y a 3 semaines de retard sur un loyer, le tribunal va ordonner l'expulsion d'un locataire? Puis ici, beaucoup de gens, surtout quand je ne souffle pas la réponse, là, ils n'ont pas la bonne réponse parce qu'on se dit, mais là, 3 semaines, on ne va pas mettre quelqu'un à la rue pour ça. En fait, la réponse, c'est que le tribunal doit mettre quelqu'un à la rue pour ça. Donc, c'est vrai, le tribunal n'a pas de discrétion. Puis ça part, tu sais, je le dis toujours de cette façon-là, j'espère que c'est clair, là, mais dans le fond, il y a 2 principes fondamentaux. Il y en a d'autres, là, mais en droit du logement, là, c'est le locataire a le droit de rester, sauf exception, puis le locataire doit payer son loyer. Donc, un ne va pas sans l'autre. S'il y a un retard de plus de 3 semaines sur un loyer et qui reste toujours impayé devant le tribunal va ordonner l'expulsion. Si le locataire réussit à payer avec les frais du propriétaire dépensés pour ouvrir la demande, il n'y aura pas d'expulsion, mais c'est juste à savoir, il faut absolument privilégier le remboursement du loyer avant de payer, par exemple, une agence de recouvrement ou son meilleur ami qui a besoin d'aide. Il faut toujours payer le loyer en premier, quitte à aller, puis ça, c'est pas drôle, mais il y a d'autres ressources, par exemple, pour payer la nourriture ou il y a des ressources qui peuvent vous aider pour combler d'autres besoins, mais il faut trouver une façon de payer le loyer. Puis si vous avez des difficultés financières, bien, on va voir, il y a des ressources qui peuvent vous aider à combler les déficits budgétaires que vous avez. Mais si vous ne payez pas le loyer, bien, vous risquez carrément l'itinérance. Donc, c'est pour ça que je l'amène, pas parce que c'est drôle, pas du tout. C'est qu'au contraire, ça me brise le cœur de devoir expliquer aux gens, bien, oui, le tribunal avait raison de mettre fin à votre bail, même si vous avez vécu la COVID puis vous étiez incapable de payer votre loyer pour toutes sortes de raisons. Malheureusement, le tribunal n'avait pas tort. Là. Donc, soyez au courant de cet impératif. Très important aussi, bien, il faut aussi, pour le locataire avisé, d'avoir la preuve d'avoir payé. Si le locataire paye comptant et n'a pas la preuve d'avoir payé, le propriétaire ne reconnaît pas avoir reçu cet argent-là et qu'il l'amène en cours pour non-paiement de loyer, il pourrait aussi se faire expulser. Donc, c'est vraiment important de soit payer par chèque ou par virement bancaire ou si on doit payer par argent comptant, s'assurer de la qualité des reçus que les propriétaires remettent.
Parce que s'ils ne sont pas bons, il faut parler avec le tribunal pour voir comment est-ce qu'on paye bien, comment est-ce qu'on peut bien payer le loyer pour ne pas avoir de problème dans le futur. Parce que ce n'est pas assez de payer, il faut avoir la preuve d'avoir payé aussi. Donc, plus concrètement aussi, le peut-être plus commun, c'est je dois mettre fin à mon bail parce qu'ici, j'ai un vrai ou faux. Je veux mettre fin à mon bail pour déménager à Québec. Je dois juste donner 3 mois de préavis pour pouvoir partir. Ici, encore, on se remet dans les souliers des locataires. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est 3 mois de préavis pour partir quand on veut mettre fin à notre bail? Bien, vrai ou faux? Et je termine cette série de vrai ou faux avec une question piège. Donc, je suis curieux de voir ce que vous allez penser. En fait, je ne saurais pas, mais la réponse, c'est vrai et faux. C'est vrai et faux parce qu'il y a différentes façons qu'on peut mettre fin à un bail. Donc, le 3 mois, là, ça réfère un peu au point 4. Là. On peut envoyer un avis de non-renouvellement dans un délai qui ressemble souvent à 3 mois. On va le voir dans les prochaines diapositives, là, de quoi ça a l'air. Mais sinon, il y a d'autres façons aussi. Il y a aussi la possibilité de trouver quelqu'un qui nous remplace dans notre logement. Ça s'appelle une cession de bail. Donc ça ne nécessite pas de 3 mois de préavis. Il y a juste les frais pour le locataire, le locataire doit payer les frais de recherche de crédit, d'enquête de crédit pour convaincre le propriétaire que c'est un bon candidat de cession de bail. Mais ça, c'est une option qui exige très peu de dépenses. Il y a aussi, par contre, ça exige un peu d'effort, un peu de négocier, un peu de va-et-vient avec les propriétaires. Une autre option aussi, c'est de négocier tout simplement un départ. Et moi, j'étais locataire dans un logement où j'ai négocié un départ sans pénalité, sans mois à payer. Donc, ce n'est pas nécessairement dans tous les cas que les propriétaires vont exiger les 3 mois de préavis. Et s'ils l'exigent, il y a d'autres options comme faire une demande de cession de bail ou encore d'envoyer un avis de non-renouvellement dans les délais qu'on va voir. Le troisième point, demander la fin du bail au tribunal, ça, c'est vraiment juste dans les cas vraiment sérieux. C'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport aux punaises de lit. Donc, on peut demander par rapport à une situation vraiment grave que le tribunal confirme qu'on avait le droit de mettre fin à notre bail. Souvent, on n'y habite plus là, parce que il y avait une infiltration d'eau majeure, l'immeuble était quasiment condamné. Donc, dans des cas très sérieux, le tribunal peut mettre fin à notre bail, mais sinon, dans la vie de tous les jours, on parle de cession de bail, on parle de négociation à l'amiable. Vous allez avoir un lien pour voir où est-ce qu'on peut faire on peut, donc, un modèle de négociation, de mettre fin à un bail et un modèle. Ensuite, ici, à la fin, là, on parle de comment ne pas renouveler. Donc, voici les étapes. Donc, les locataires doivent envoyer un avis dans les délais prévus par la loi pour empêcher un renouvellement automatique. Parce que si l'avis n'est pas envoyé et on se dit juste c'est le 30 mai, je vais juste partir le 1er juillet, c'est correct. En fait, non. Si on n'a pas envoyé un avis de non-renouvellement et qu'on n'a pas fait les autres options également, mais notre bail est automatiquement renouvelé. Donc, il faut envoyer un avis de non-renouvellement avec preuve de réception, par exemple par courrier recommandé. Et c'est quand qu'on l'envoie? Bien, ça dépend. Donc, si on prend un bail qui va de juillet à juin, quand on reçoit une demande d'augmentation, normalement entre le 1er janvier et le 31 mars pour ces délais-là, bien, on doit s'assurer que le non-renouvellement soit reçu par le propriétaire dans les 30 jours. Donc, ça, c'est dans la première situation. La deuxième situation, c'est le locataire n'a jamais reçu d'augmentation de loyer. Ça arrive. Dans ce cas-là, c'est au locataire de s'assurer d'envoyer l'avis de non-renouvellement entre le 1er et le 31 mars, le 1er janvier et le 31 mars au propriétaire. Donc, on voit qu'il y a différents cas de figure.
Vous pouvez toujours nous contacter au centre si vous êtes propriétaire et vous recevez un avis et vous n'êtes pas sûr du délai ou encore vous êtes locataire et vous voulez savoir est-ce que vous êtes dans les délais pour l'envoyer ou pour toute autre question. Donc, vous avez le centre de justice. On va revoir encore notre site web plus tard. Donc, justement, c'est quoi les ressources qui vous sont disponibles? On a, d'une part, il y a le tribunal administratif du logement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelait avant la régie du logement. En plus d'être une cour, vous pouvez contacter le tribunal pour traiter de vos questions. Ils reçoivent énormément, je pense que c'est dans les millions d'appels par année. Ils peuvent répondre à certaines questions. Ils ne sont pas là pour vous donner des conseils juridiques. Là. Donc, c'est plus des questions, mais c'est quoi que la loi dit sur telle chose, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, vous pouvez également aller au tribunal administratif du logement pour poursuivre votre locataire ou poursuivre votre propriétaire. Vous avez à droite un outil un peu simplifié sur quelles sont les étapes pour mener une cause très générale. Donc, ça, c'est le code QR que vous avez là, qui va être également dans les commentaires. Il y a d'autres ressources également. Donc, on a les comités logement. Donc, vous aurez dans les commentaires pour tous les organismes ici leur lien. Donc, le regroupement des comités logement, ça vous indiquerait c'est quoi le comité de logement de votre secteur. Donc, ça, c'est pour aider les locataires à comprendre leurs droits, à rédiger des documents, par exemple une mise en demeure, aider à comprendre comment se préparer pour une audience au tribunal administratif du logement. On a ici 2 exemples d'associations pour les propriétaires. Donc, ça peut, moyennant des frais, aider les propriétaires à bien gérer leur immeuble, à avoir des modèles à envoyer à leurs locataires quand ils rencontrent différentes situations. Ça peut être très intéressant pour les propriétaires. Et on a Éducalois qui offre de l'information sur son site web en droit du logement et dans d'autres domaines. Je n'ai pas mentionné, mais le tribunal administratif du logement a également énormément d'informations sur son site web. Et finalement, pour les locataires qui risquent de perdre leur logement, il y a l'aide juridique aussi, donc des avocats payés par l'État qui peuvent représenter, envoyer des lettres, représenter les locataires qui risquent de perdre leur logement. Donc ça, c'est différents outils. Et bien sûr, on a les centres de justice, on va le voir juste après. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? Bien, on a vu que ce n'est pas vrai que les locataires ni les propriétaires ont tous les droits. Chacun a des droits, chacun a des obligations. Donc, c'est juste, on peut souvent entendre « Ah, c'est le droit, c'est juste pour les locataires ou c'est juste pour les propriétaires. Ça penche tout d'un bord, ça penche tout de l'autre. » Non. Puis mon petit éditorial, si tout le monde se plaint, c'est peut-être parce qu'on a retrouvé un équilibre, mais bon, ça c'est un petit éditorial personnel. Il y a le loyer qui peut être payé avec 5 jours de retard, c'est faux. Le loyer doit être payé à temps, sinon il y a des conséquences sérieuses qui peuvent avoir lieu. Le loyer suit le marché, c'est faux. Il y a des règles qui prévoient comment on doit fixer le loyer. Et le locataire peut mettre fin au bail avec 3 mois de préavis. Bien, ça dépend. Hein? On l'a vu, il y a toutes sortes de scénarios. Si jamais vous voulez plus d'explications là-dessus ou sur tout autre point, appelez justement le centre de justice de proximité de votre région. On peut vous donner des rencontres, des informations gratuitement lors d'une rencontre individualisée. Donc, vous avez juste à aller sur notre site web là pour plus d'informations. Et là-dessus, ça met fin à la présentation et de ces 4 séries sur le droit, que je dirais même de proximité. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces outils-là. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions supplémentaires, de nous suivre et surtout de contacter votre centre de justice de votre région. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.